Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir un exemple d'utilisation des différentes notions que nous avons vues en système C tout au long des vidéos. L'objectif de cet exemple est de construire un modèle de porte logique très simple qui est une porte ou exclusif ou XOR. Nous allons construire cette porte ou exclusif à partir de portes NAND de manière à illustrer la description structurelle en système C. Avant de construire directement la porte ou exclusif, nous allons construire l'élément logique de base de cette porte qui est la porte NAND. Pour ce faire, nous allons construire un module NAND2 permettant de modéliser le fonctionnement d'une porte NAND à deux entrées. Dans le module NAND2, nous avons défini deux ports d'entrée, à savoir A et B et un port de sortie S. Tous ces ports feront transiter des informations de type booléen. Notons cependant la différence de déclaration des ports entre les lignes 4, 5 et 6. À la ligne 4 du code, nous avons défini l'entrée A comme étant un port compatible avec l'interface SC-Signal in Interface. Nous avons également fait figurer le nombre de canaux pouvant se connecter à ce port. Ici, nous avons précisé 1 en deuxième argument de SCPort. À la ligne 5, nous utilisons la notation SCIN afin de déclarer le port B. Je vous rappelle que cette notation est strictement équivalente à la notation que nous avons utilisée à la ligne 4. Finalement, à la ligne 6, nous avons défini la sortie S compatible avec une interface de type SC-Signal Out Interface. Notez que nous n'avons pas précisé le nombre de canaux pouvant se connecter à ce port. Par défaut, je vous rappelle qu'il est égal à 1. Ensuite, la fonction représentant le comportement de la porte NAND est donnée à partir de la ligne 7. Nous avons pris soin ici d'expliciter en faisant intervenir les différentes méthodes du canal les opérations réalisées. Tout se passe à la ligne 9. Tout d'abord, nous allons lire la valeur du port A, effectuer un et logique avec la valeur lue sur le port B. Finalement, le résultat sera inversé, puis écrit sur le port S attaché au canal. La ligne 11 du code fait intervenir la macro scHasProcess pour signifier que le module comporte des processus et que le constructeur ne va pas être défini par la macro scSetor mais de manière explicite. C'est ce que nous faisons du reste à la ligne 12 en précisant le nom du module et le fait qu'il hérite d'un objet de type scModule. Finalement, à la ligne 13, elle consiste à enregistrer la fonction doNAND2 en tant que processus de type scMethod. Ce processus sera sensible aux signaux A et B, c'est-à-dire que dès qu'il y aura un changement d'état sur ces entrées, la méthode doNAND2 sera exécutée. La diapositive suivante nous montre ce qu'on cherche à construire, c'est-à-dire la porte XOR2. Cette porte possède la structure suivante et est composée de 4 portes NAND2 connectées de la manière que vous pouvez voir sur la figure. La porte XOR2 possède deux entrées, donc A et B, ainsi qu'une sortie S sur un bit. Les connexions entre les différentes portes NAND2 sont réalisées ici par des signaux dont le nom est indiqué également sur la figure. Notez que nous n'avons pas donné de nom aux fils directement connectés à un port d'entrée ou de sortie. En effet, les ports sont vus comme des signaux par le simulateur système C. La diapositive suivante présente la déclaration du module XOR2. Notez qu'avant d'entrer dans la description du module, il est nécessaire d'inclure le fichier d'entête nand2.h dans lequel est décrit le module NAND2. Le module XOR2 fait intervenir deux entrées A et B de type scIn et une sortie S de type scOut, c'est-à-dire compatible avec des canaux de type signaux. La ligne 6 instancie 4 portes NAND2 qui sont appelés ici N1, N2, N3 et N4. Les trois signaux S1, S2, S3 sont ensuite déclarés. Ils sont de type scSignal et permettent de faire transiter des objets de type booléen. La ligne 8 sur la diapositive décrit le constructeur de ce module XOR2. Lors de l'appel du constructeur, des noms sont donnés aux instances des portes NAND2, à savoir N1, N2, N3 et N4. Le code que nous trouvons à partir de la ligne 9 permet de connecter la porte N1 aux signaux ou aux entrées-sorties du module,
Par exemple, à la ligne 9, l'entrée A de la porte N1 est connectée au port A du module XOR 2, indiqué entre parenthèses. À la ligne 10, le port B de la porte N1 est connecté au port B du module XOR 2, indiqué entre parenthèses. Finalement, à la ligne 11, la sortie S de la porte N1 est connectée au signal S1, tel qu'on peut le voir sur la figure. Les lignes suivantes présentent la connexion des différentes instances des portes NAND 2 aux signaux internes. Les lignes 12 à 14 précisent la connexion de la porte N2. Les lignes 15 à 17 se chargent de connecter la porte N3. Les lignes de 18 à 20 connectent la porte N4 aux différents signaux internes. À partir de là, nous avons décrit complètement la structure de la porte XOR 2 en fonction des 4 portes NAND 2. Voyons maintenant comment tester le fonctionnement de cette porte XOR 2. Pour ce faire, nous allons créer 2 modules supplémentaires. Un premier module, appelé ici Stimuli Generator, va consister à envoyer des données sur le composant que l'on souhaite tester. Un deuxième module, appelé ici Monitor, va récupérer la sortie de la porte logique ainsi que les entrées provenant du générateur de stimuli et va sauvegarder les résultats provenant de la simulation. Notez également que nous avons fait intervenir une horloge, test clock, qui est respectivement connectée au générateur de stimuli et au moniteur. Le circuit à tester étant purement combinatoire, il n'a pas d'entrée dédiée à l'horloge. L'exemple que vous voyez ici représente un environnement de simulation très générique que vous pourrez utiliser dans d'autres exemples, bien entendu. Il peut sembler relativement lourd dans un premier temps, mais va s'avérer très puissant lorsque vous aurez à tester des modèles beaucoup plus complexes. L'architecture, elle, sera toujours la même, à savoir un générateur de stimuli connecté au circuit que l'on souhaite tester et connecté au moniteur pour afficher les résultats issus de la simulation. Le code que vous voyez sur la diapositive suivante représente la description des différents modules, à savoir le générateur de stimuli à gauche et le moniteur à droite. Commençons par décrire le code situé à gauche, correspondant au module de générateur de stimuli. Ce code est encapsulé dans le module Stim. Il possède une entrée d'horloge clock ainsi que 2 sorties A et B de type SCOut. Le constructeur du module, que l'on voit à la ligne 19, consiste à enregistrer la fonction StimGen en tant que scthread. Nous voyons également que ce thread sera sensible au front montant d'horloge, indiqué ici par le mot-clé sensitive à la ligne 21. Cette fonction est décrite à partir de la ligne 4 et consiste à générer des valeurs au cours du temps. Par exemple, si l'on regarde la ligne 5 et la ligne 6, la fonction va consister à envoyer une valeur 0 sur les entrées A et B, respectivement. Le processus se mettra ensuite en attente, ce que l'on voit ici à la ligne 7 par exemple, en faisant appel à la primitive wait. Le processus pourra poursuivre son exécution dès qu'un événement sur la liste de sensibilité du processus sera notifié, en l'occurrence ici, un front montant d'horloge. Dès qu'il y aura un front montant d'horloge, le processus pourra continuer son exécution à la ligne 8 et 9 et enverra des valeurs différentes sur les sorties A et B. Le processus va se poursuivre jusqu'à la ligne 17 où la simulation s'arrêtera grâce à scstop. Si l'on observe maintenant le contenu du module moniteur situé à droite de la diapositive, nous voyons que ce moniteur possède 3 entrées, A, B et S de type SCIN, ainsi qu'une horloge de type SCIN également. Notez que le moniteur ne possède pas de sortie. Le constructeur de ce module est défini à la ligne 14 et consiste à enregistrer la fonction doMonitor en tant que processus de type scthread, sensible également au front montant d'horloge, ce que nous voyons à la ligne 16. La fonction doMonitor consiste à afficher des chaînes de caractères sur la sortie standard, c'est-à-dire l'écran. Elle affiche dans un premier temps le nom des signaux. Seulement 2 signaux ont été représentés ici et tout le code n'a pas été décrit. Mais le principe reste exactement le même pour tous les signaux suivants, c'est-à-dire B et S. La fonction entre ensuite dans une boucle infinie. Elle affiche le temps courant de la simulation à la ligne 10 via la fonction scTimestamp, ainsi que la valeur des signaux A, B et S grâce à la méthode read. Le processus se mettra en attente d'une notification à la ligne 12 afin de se débloquer. Cette notification ne sera rien d'autre qu'un front montant d'horloge.
Finalement, le dernier code est donné ici. Il correspond à la description de la fonction scmain. Dans cette fonction seront instanciés les différents modules, à savoir le générateur de stimuli stim1, le module à tester, DUT, ainsi que le moniteur, monitor1. Nous voyons également à la ligne 7 la définition d'une horloge test clock ayant pour période 10 nanosecondes et un rapport cyclique de 50%. Les différents modules sont ensuite connectés ensemble via des signaux que nous avons préalablement déclarés à la ligne 6. Ensuite, la simulation est lancée à la ligne 14 grâce à l'appel à scstart. Le résultat de la simulation que vous voyez à l'écran est représenté ici à droite de la diapositive. Nous voyons bien que le moniteur est responsable de cet affichage et décrit au cours du temps l'évolution des différents signaux A, B et S. En regardant de près les résultats, nous voyons bien qu'il s'agit là d'un comportement correct de la porte XOR 2. Maintenant, la diapositive suivante illustre une autre forme de fonction scmain permettant cette fois-ci de faire intervenir des fichiers VCD. Le code est pratiquement similaire à l'exemple précédent, du moins jusqu'à la ligne 13. À la ligne 15, un fichier de trace est créé. Il va permettre de stocker les différentes informations au format texte standardisé VCD. Les lignes 16 à 21 précisent les informations que l'on souhaite tracer dans le fichier texte lors de la simulation. Par exemple, nous souhaitons accéder à la valeur des signaux ASIG, BSIG et SSIG, mais nous pouvons également entrer dans la hiérarchie du modèle et accéder aux signaux internes au module, à savoir DUT-S1, DUT-S2 et DUT-S3. La ligne 22 a pour objectif de lancer la simulation via scstart. Une fois la simulation terminée, le fichier de trace peut se fermer, c'est ce qu'on voit ici à la ligne 23. Après la simulation, les résultats sont donc enregistrés dans le fichier trace.vcd, qui est un fichier au format texte, que l'on pourra envoyer à un éditeur de chronogramme de manière à visualiser graphiquement l'évolution des différents signaux dans le temps. Par exemple ici, la capture d'écran suivante représente le résultat que nous avons obtenu grâce à l'outil GTK Wave dont nous avons déjà parlé précédemment. Nous voyons bien l'évolution des différents signaux que l'on a souhaité tracer au cours du temps, à savoir les entrées A, B et la sortie S qui a été générée, mais également les signaux internes S1, S2 et S3 connectant les différentes portes NAND entre elles. Voilà, j'en ai terminé pour la description de cet exemple. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et vous dis à très bientôt.